Salut Yolène, Bonjour Marc. merci de m'accueillir pour cette interview qui va concerner un de tes livres qui s'intitule Les 12 sagesses des animaux, qui est paru en 2019. On va y venir dans un instant, mais tout d'abord, je voudrais quand même te présenter, dire toute l'émotion que j'ai, puisque on va commencer par le plus connu. Tu es l'ancienne voix de Canal+, et tu es aussi cette voix incroyable des fameuses émissions Ushuaïa de Nicolas Hulot. C'était entre 89 et 93, si je suis bien renseigné. Absolument. Euh, on a envie de l'entendre ta voix, donc les gens vont m'en vouloir de faire des interviews aussi longues. Ton nom, Yolène de la Bigne, et ta voix sont très connues, surtout à cette époque, donc Canal+, Ushuaïa, etc. Tu as fait mille autres choses dans ta vie, c'est un peu l'enjeu de cette présentation, on va les dire. Et donc on va remonter aux sources. À l'origine, alors on va pas faire toute ton enfance, etc., quoique ça pourrait être intéressant, si tu en ressens le besoin, tu nous diras. Mais moi j'ai envie d'amorcer avec tes études. Tu as fait à l'origine une histoire de l'art. On est loin des animaux, de l'environnement. Oui, parce qu'au départ, je voulais être critique d'art en fait. Donc j'ai fait histoire de l'art et puis quand j'ai commencé à vouloir trouver un boulot, je suis allée voir un rédac chef et je lui ai dit voilà, je voudrais être critique d'art, j'avais 20 ans et il éclate de rire et il me dit mais on n'est pas critique d'art à 20 ans quoi, faut un peu de bouteille. Ah, d'accord, OK. Donc j'ai ramé comme tous les jeunes journalistes, j'ai fait de la pige un peu à droite à gauche et puis après je suis partie sur autre chose et j'ai jamais regretté d'ailleurs. Du coup, cette ingénuité me fait me poser la question, tu as grandi dans quel cadre? Tu viens d'où? Tu es né où, en gros? Bah, j'ai grandi à Paris, j'ai un papa qui était officier de Légion, donc j'ai dans un Militaire? milieu assez militaire. Oui. Qu'est-ce à dire? Streng discipline? Non, non, c'était quelqu'un d'une douceur, d'une gentillesse, d'une tolérance, donc là, ça bat un peu toutes les idées reçues qu'on a, sur la Légion et sur les militaires. Il y a des militaires comme ça, hein, j'en ai connu, Ouais. mais mon père était d'une douceur extrême, donc non. Comme quoi, il y a comme partout, il y a Des toutes exceptions. sortes de militaires. Mais c'est vrai que j'ai grandi avec des valeurs, par contre, des valeurs de courage, de défendre ses opinions, d'aller au bout du combat. D'honnêteté, peut-être? D'honnêteté. Je dirais un mot complètement passé de mode et que peut-être que les gens vont pas comprendre, mais sens de l'honneur. J'ai été beaucoup éduquée là-dedans, c'est-à-dire que aujourd'hui on dirait se regarder dans la glace. Voilà. Ouais. D'accord. Aller au bout des choses et être honnête avec soi-même, en fait. Tu parles beaucoup de ton père militaire, ok, on a compris que c'était un choupi. Quid de ta mère? Alors ma mère était un peu dans les mêmes valeurs aussi. Une auvergnate, avec ce que ça veut dire de et en même temps, Qu'est-ce que ça veut dire, pardon? ben, le côté proche des choses, de je dis ça parce que À c'est l'extrême, c'est la pingrerie, les alors Auvergnats. justement, mais ça, je trouve que c'est faux, en fait. D'ailleurs, ça m'aide pas mal dans mon combat écologique parce que c'est pas de la pingrerie, c'est le sens de la matière, le respect des De choses. la mesure. Oui, et le respect, par exemple, le côté, tu finis ton assiette, c'est pas une question de pingrerie. Oui, oui. C'est que tu derrière cette assiette, il y a eu du travail, il y a eu beaucoup d'amour, il y a eu beaucoup de difficultés aussi, tu le respectes Juste pour et faire à tu manger. jettes pas, La voilà, nourriture. dans cette époque où, je sais pas si on en parlera, mais moi je suis pas contre le plastique, par exemple, ça me fait rire tout ce qu'on dit sur le plastique, je suis contre le jetable. Le plastique jetable, Ça, oui. mais tout ce qui est jetable, Oui. pas que le plastique. Un sac en papier que les gens jettent comme ça me fait mal au cœur. Alors les gens vont dire, et c'est pas de la pingrerie, c'est que je me dis, pourquoi jeter des choses qui sont belles, qui sont utilisables, qui ont demandé de la passion, de l'amour, etc. Ça, c'est le jetable, moi, qui me choque énormément. Mais Bientôt. bon, là, je m'éloigne un petit peu Non, des non, choses. c'est un sujet intéressant. Et ma mère, en fait, est extrêmement traditionnelle. C'était une aristocrate, etc. Donc, Ah oui, ça on l'a pas dit, mais de la Bigne, ah bah oui, oui, c'est, et ma mère aussi t'as un nom l'était. en Donc, particulier, t'as un prénom voilà. assez rare. Donc, je suis née dans un milieu vraiment d'aristocrate. Et t'as écrit un bouquin qui s'intitule Valtès de la Bigne. Mm. Est-ce que c'est le nom de ta mère? Alors non, 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 ma mère s'appelait Christiane Delachaux, donc rien à voir, mais c'est aussi une De là quelque aristo, chose, ouais. voilà. Et c'est marrant parce que c'était une femme très traditionnelle et en même temps, je me rends compte aujourd'hui, en fait, très en avance sur son époque, sur plein de choses. Elle s'est passionnée pour Jung, elle faisait du yoga, de la graphologie à une époque où ça se faisait pas du tout. Et en fait, l'air de rien, elle était plus féministe. Je pense qu'elle doit se retourner dans sa tombe, mais elle était plus féministe qu'elle le pensait. Bon voilà, ma mère a été malade très très tôt. Donc à 11 ans, j'ai un peu assisté à toute son agonie. Elle est morte d'un cancer à 19 ans. Et elle a surtout écrit le À premier 19 ans, quand livre, tu avais quand 19 j'avais ans. 19 ans. Et elle a écrit le premier livre là-dessus. Donc j'ai beaucoup baigné dans son combat où elle a dénoncé en fait la façon dont on traitait
cancéreux à l'époque était monstrueux, ce que les gens qui ont eu le sida ont connu après. Donc, C'est-à-dire? il n'y avait pas de nom, par exemple. On l'appelait à Curie, c'était numéro 60 mauve. Bon, elle a eu un cancer des organes génitaux. On la laissait des heures, les jambes écartées, puis les gens venaient, regardaient. Enfin, c'était terrible, quoi. Donc, elle a écrit tout ça dans un livre qui s'appelle La mémoire blessée chez Plomb, et elle a beaucoup remué le milieu. Et grâce à elle, l'air de rien, c'est pour ça je dis que sous son air un peu tradit, elle était plus militante qu'elle le pensait. Grâce à elle, ça a beaucoup changé. Ça, vraiment, les gens qui avaient un cancer ont été beaucoup mieux traités grâce à ce livre qui a fait un peu d'effet sur le moment. Voilà. Très bien. Donc du coup, j'ai pas compris où tu as grandi géographiquement. J'ai grandi à Paris. Ah oui, On avait une maison de famille en Bretagne où on allait, qui était très dans un état assez, avec beaucoup de trous dans les dans murs. les murs, on va dire, et dans les toits. Et du coup, tous les étés, on y allait pour réparer, etc. Donc, j'ai beaucoup passé de temps avec mes parents là-dessus. Et c'est la maison que j'habite maintenant. Je suis retournée dans cette maison et avec mon mari, on a fini. Enfin, non, on ne finit jamais. Mais on a continué les travaux. Voilà. Oui, c'est drôle. Alors cette maison, tu peux dire vers où c'est, juste vite fait. C'est en Enfin, Côte d'Armor. C'est vraiment à la limite près de entre. quelle C'est grande ville? entre Rennes et Saint-Brieuc. C'est vraiment à mi-chemin sur la grande route entre Rennes et En Saint-Brieuc. race campagne. Je suis près d'un petit village, mais je suis complètement à la campagne. Donc, comme c'est une ancienne ferme, il y a 12 hectares et donc D'accord. j'ai pas mal de terrain. Tu as été distingué par le prix Terre de Femmes justement en 2002 parce que tu as planté des haies bocagères tout autour de ta maison. Et ça, c'est un truc qu'on entend souvent, on le rappelle souvent dans Baleine sous gravillon, la disparition, la fragmentation des habitats qui sont la cause du déclin de la petite biodiversité du quotidien. Et toi, donc 2002, ça date. Tu es ne prends pas mal ce que je veux dire, une vieille de la vieille de ces combats-là. Ah bah, j'en suis très fière même. Donc je le prends pas mal. Bah, c'est un peu la base en fait. C'est que la Bretagne a beaucoup souffert du remembrement, que moi j'appelle plutôt le démembrement. On a tout cassé sous prétexte que c'était moderne, que c'était formidable, etc. Et on en a vu vraiment, on en a payé les pots. Et c'est là où je suis devenue vraiment très écolo. Parce que j'avais déjà travaillé pour Nicolas Hulot, mais il n'était pas très écolo à l'époque encore. Et quand je reviens en Bretagne, tout d'un coup, je découvre en fait ce que j'avais vaguement vu. Mais c'était très abstrait. C'est compliqué quand on habite en ville de comprendre les problèmes d'écologie. Et là, tout d'un coup, je retrouve donc la campagne de mon enfance avec, j'entends quasiment plus d'oiseaux, je vois plus un hérisson, plus un écureuil, je vois plus Déjà en l'an rien. 2000. Ah ouais, plus de vers luisants. Je me souviens quand j'étais petite, les vers luisants, c'était génial. Et puis surtout, ça m'a beaucoup marqué. Un jour, je me promène et je vois la terre un peu orange. Et je dis à mon mari, oh, c'est joli. Moi, idiote. Je dis, ah, c'est joli cette couleur. Il me dit, bah ouais, ils viennent d'épandre des pesticides, quoi. Et là, ça a été le choc, quoi. J'ai compris, en fait, cette terre toute propre, ce que c'était. Et là, je suis devenue écolo, mais alors à fond. Vraiment. D'accord. Un mot peut-être juste sur ta famille, si tu es d'accord. Ça fait plusieurs fois que tu parles de ton mari. Je crois que tu as 2 enfants, un garçon et une J'ai fille. 3 enfants. Tu as 3 enfants. Alors, j'ai un mari qui est architecte paysagiste, D'accord. Régis Guignard, bonjour. Salut Régis. Et puis, j'ai 3 enfants. J'ai 2 garçons de 35 et 33. Un qui est ingénieur informatique, et puis l'autre qui crée des meubles avec des déchets industriels. Et puis j'ai une fille qui a 25 ans et qui est très militante comme moi, donc je suis très fière. Alors elle est sur des combats beaucoup plus durs parce qu'elle est elle est psychologue, et elle travaille avec des femmes migrantes qui ont été abusées sexuellement. Donc elle est vraiment dans le dur. Alors moi, je voudrais spécialement la remercier parce qu'on est chez elle, tout simplement. Là, on est dans son appart qui est, tu as dit, ton pied-à-terre parisien. C'est comment son prénom? Maëlle. Donc on remercie Maëlle au passage. Très bien. Donc on te situe un peu mieux, ok. Donc j'en étais resté à ta licence d'histoire que tu as obtenue en 78. Tu as dit ensuite que tu as été pigiste dans différentes radios essentiellement, France Inter, RTL, France Info, Europe 1 même. Et là, tu as fait une première émission qui va dire quelque chose aux plus matures des auditorices. Tu as fait une émission qui avait un très joli titre, Quelle époque épique. Donc entre 89 et 2001, c'était quoi l'esprit de cette émission? Quelle époque épique? J'ai beaucoup ramé pour l'avoir cette émission, mais finalement j'ai réussi. En fait, j'ai toujours aimé tout ce qui est un peu différent des choses qui se font, quoi. Donc je rêvais de quelque chose qui parle de tout ce qui est étrange, Folie. original, d'où Quelle époque épique. Et en fait, je parlais de toutes les innovations. Il y a plein de choses en fait qui sont très excitantes dans l'être humain. C'est une capacité à innover, à être original et tout. Et ça me fascinait. C'est une chronique qui a eu beaucoup de succès parce que je pense que donc France Info c'était très nouveau à l'époque, mais c'était assez
rigide, c'était de l'info, quoi. Donc c'était le but, hein. Le C'était but de France Info, c'était un quart d'heure d'information pour vous donner à peu près toutes les informations. Donc c'était pas très gai, quoi, quand même. L'information est rarement très amusante. Mais c'était ça a été une aventure géniale, France Info. Et du coup, moi, j'arrivais avec déjà une voix plus féminine, je dirais, parce que c'était quand même une radio assez Oui, masculine, c'est vrai. c'était de l'actu, quoi. Donc, Il faudrait que j'écoute ta voix, pardon de t'interrompre, de l'époque, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ta voix, elle est devenue un peu plus grave avec le temps. ouais. Et c'est vrai que tu es connu, la voix de cette époque, c'est une voix absolument, mais tu as fait rêver la France entière. Tu as une voix hyper douce, suave, tu nous emmenais, enfin, c'est pas pour rien que Oui, c'est. alors que j'ai rien fait pour ça. Ouais, ouais. C'est Yvan Levaille qui a été un de mes grands patrons. Je me souviens un jour, il m'a dit: «De toute façon, Yolène, vous pourriez réciter le bottin, que ça serait encore merveilleux.» C'était un des plus jolis compliments qu'on m'a jamais dit. J'ai trouvé que c'était trop Ouais. mignon. J'ai jamais, en fait, c'est un hasard que je fasse de la radio et que j'ai une jolie voix. Je savais pas, moi, au Tu as- départ, je voulais faire de mais la presse écrite. tu as une des voix les plus connues en radio, et même, je dirais même que tu as lancé une mode, parce que les voix d'aujourd'hui, je pense à, je ne connais pas son nom, mais celle qui fait la voix d'Arte, Mmh. elle est encore dans les mêmes, je vais dire, tessitures, couleurs de voix. Moi, je suis passionné par la voix, je travaille avec la voix, je fais des podcasts. Tout ça pour dire que la voix, c'est aussi un outil de travail. Donc, nous autres journalistes, on l'apprécie, on apprend à la travailler. Il y a des formations spéciales en école de journalisme pour ce genre de choses. Toi, tu n'as peut-être pas fait tout ça. Ah, j'ai pas fait du tout, moi. Voilà. Du tout. Mmh. Mais tout ça pour dire que tu as une voix qui est presque à l'origine d'un modèle qui dure jusqu'à aujourd'hui. Cette voix hyper suave qu'on entend sur toutes les télés. Et je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, hein, mais en tout cas, Mmh. j'ai l'impression que tu as été à l'origine d'un modèle. Bah, écoute, ça, je sais pas. Oh, sois pas modeste. Non, franchement, j'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est que justement, parce que souvent on m'a demandé si je travaillais ma voix et j'ai toujours dit au contraire. Je trouve que ça se sent une voix qui a été trop travaillée. Tu vois, si tu commences à en faire 4 tonnes comme ça, et tout, je trouve que ça se sent. Alors que moi, je pense que c'est pour ça que les gens aiment bien cette voix, c'est qu'elle est, je dirais, normale, quoi. Moi, je parle dans la vraie vie comme ça. Alors, je pense que le fait que ce soit en radio, ça rend aussi une voix assez plus belle. C'est comme au téléphone, on n'a pas tout à fait la même voix. Mais sinon, j'ai jamais été pour travailler ma voix, moi, en tout cas. J'ai jamais fait. D'accord, Yolène. Bon, ça, c'était le petit Voilà. hommage qu'on voulait faire à ta voix. Merci. Alors, tu as fait 1000 choses qu'on va pas toutes égrener. Je vais juste dire les plus connues. Alors, en anecdote, tu as lancé un festival des jardins qui existe toujours dans les Côtes-d'Armor. Non, on a arrêté au bout de 3 ans. Ça, je l'avais fait avec mon mari. C'était quelque chose de bénévole qui me demandait un boulot fou. Ouais. C'est la grande mode des foires aux plantes. Et donc, on avait voulu en faire une et on a eu la très mauvaise idée, excellente sur le papier, très mauvaise dans la réalité. On s'est dit, on va faire ça dans un château différent chaque année. Comme ça fera visiter les châteaux de Bretagne. Pour les gens, c'était génial. Pour toi, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Ouais. C'est-à-dire que chaque année, tu L'orga. recommences Ouais. tout. Tu as Ouais. une nouvelle mairie, tu as un nouveau circuit, tu as des nouveaux bénévoles. Ouais. Et donc, au bout de 3 ans, on était épuisés et on a arrêté. D'accord. En 2000, tu as participé au lancement du premier moteur de recherche féminin, Femmes Online. En gros, en 2 mots, c'était quoi cette histoire? C'était la première fois qu'on voulait faire un site hyper complet pour les femmes. L'idée était géniale. Bon, malheureusement, pour des Longtemps avant histoires... auféminin.com, tous les trucs. Alors, c'était longtemps avant Avant féminin.com et franchement, c'était beaucoup plus élaboré, hein. On a été très très loin dans l'élaboration du projet, sans doute peut-être trop loin. Finalement, ça s'est pas fait. C'est très dommage. C'est vraiment un regret parce que ça aurait été formidable. Alors, je viens d'évoquer MeToo, j'y vais avec beaucoup de prudence. Tu peux répondre ou pas, évidemment. Mais vu que tu as été de tous les combats, on a vu avec ta mère, cancer, etc. Là, tu parles un peu de Femmes Online, c'est déjà du féminisme. Pareil, à une époque, on en parlait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Est-ce que toi, qui as comme bien connu la télé, la radio, les médias, etc., toutes ces histoires de féminisme et de machisme, est-ce que tu en as toi-même souffert? Je précise que je ne sais pas quand les auditoristes écouteront cette émission, mais on est en plein dans les affres de l'affaire Hulot. Voilà. Pour ne pas le nommer, c'est l'éléphant dans la pièce, je l'ai dit. Je te demande pas de bitcher ou de tirer sur une ambulance, mais juste de te positionner par rapport à ce sujet si tu en as envie. C'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais Je tirerai pas sur une ambulance avec Nicolas Hulot, que moi j'ai bien connu et j'ai pas eu de problème avec lui. Je tirerai sur une mentalité générale d'un système patriarcal dans lequel les enfants, les garçons sont élevés. On est un peu tous fautifs de cette histoire-là et c'est pas que un exemple parmi d'autres. C'est pour ça que je suis
profondément féministe et j'ai écrit un livre qui s'appelle Sois belle et bats-toi, où le titre est bien explicite, c'est-à-dire que tu as le droit d'être féminine, de mettre du rouge à lèvres et des talons hauts si tu as envie, D'avoir une belle voix dans les émissions. par exemple. Un peu, parce que ça, je l'ai pas dit, mais ça pourrait faire aussi un peu speakerine, tu vois. Pourquoi pas? Oui, oui, Je dis oui. pas que ce fut le Mais cas. ça ne me dérange pas. En fait, on a le droit d'être soi-même et de se défendre. Ce livre, je l'ai écrit parce que je déjeunais avec une éditrice C'était en 2014. et voilà, et je lui dis, je suis très féministe. Et elle me dit, ah bon? T'es féministe, mais les féministes, c'est toutes des hystériques. Sous-entendu, c'est toutes des mal baisées. Je dis, mais qu'est-ce que tu me fais là? Et là, on a commencé à en discuter, et du coup, ce livre est sorti comme ça, Sois belle et bats-toi. Et comme un homme, sois ce que tu es, sois beau, musclé, ce que tu veux, poilu. Mais c'est pas pour ça qu'il faut être violent ou être brutal. Et pour moi, être féministe, c'est être humaniste. Donc je vais plus loin que Nicolas Hulot. C'est que je suis très contente de ce qui se passe aujourd'hui. MeToo, PPDA, Nicolas Hulot, tous ces gens-là, tant mieux. Parce qu'à un moment, il faut, comme ce que tout le monde dit, la parole se libère, mais il faut surtout qu'on réapprenne le respect. Et c'est évident qu'on est, nous, dans les médias, dans un milieu. Pardonne-moi, tu dis réapprendre, mais c'est apprendre. Ça fait des millénaires que ce système Alors, perdure. apprendre, tu as raison, apprendre, tu as raison. Et tout ça, ça tient en un seul mot, c'est le mot respect. Mais c'est comme l'écologie, c'est que un seul mot, respect. Le jour où on respectera une femme telle qu'elle est, on respectera un enfant tel qu'il est, on respectera un animal et un végétal tel qu'il est, le monde ira mieux. Mais alors là, il y a du boulot, voilà. On va continuer à te présenter. Il y avait beaucoup de choses à dire sur toi, ta personnalité, ton parcours. Encore une fois, je ne pourrais pas tout dire, tout ce que tu as fait, mais il y a une période importante. Entre 2007 et 2014, tu as lancé le concept Néoplanète, que beaucoup de gens connaissent. Donc en 2016, c'était le magazine en premier, c'était un magazine gratuit. Ensuite, en 2008, tu as fait un site qui s'appelle Néoplanète, qui existe toujours. Et tu as aussi fait une web radio. Tu étais à la pointe de la modernité, chère Yolène. En 2 mots, c'est quoi le concept ? Le concept, c'était une vision de l'écologie joyeuse, parce que ça, c'est mon grand truc. À rebours des catastrophistes. Mais je comprends même pas. C'est quelque chose que je comprends pas en fait, parce que là, Bah si, quand même. l'écologie, Bah, il y a quand même de quoi. Enfin, tu vois, oui, il faut pas être naïf. bah Ça maintenant, va bien mal. sûr, mais être écolo, c'est avoir Oui. c'est un nouvel art de vivre. D'ailleurs, c'était ma baseline à un moment. C'est aimer la vie, quoi. Justement, on a toujours l'image quand on est écolo d'être des peines à jouir, mais je sais pas d'où ils sortent ça. Non, mais ça m'exaspère. Dans parce cette que- émission, tu nous donc amènes sur c'est- un terrain très sexuel à chaque fois. Donc Néoplanète, c'était montrer que on peut être gourmand, être bien dans sa peau, aimer rigoler, etc., et être écolo. Donc c'était un journal et une radio, etc., très joyeuse. On avait des recettes de cuisine, on avait des tas de trucs marrants, on avait des people, on avait en fait la vie, quoi, mais sous un prisme de respect de la planète, donc de l'écologie. Donc c'était grand public, joyeux et positif. Voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Je passe vite sur tes chroniques à Europe 1 qui avaient un joli titre Âge d'horizon. Mhm. Tu as vraiment l'art des titres entre époque épique, l'époque épique et art d'horizon. Bravo pour ça. Hein. Moi, j'aime beaucoup mon titre Baleine sous gravillon. Bah, tiens, Ouais. d'habitude, je le demande en fin d'émission. Là, je vais te le demander maintenant, tiens, puisqu'on parle de titres un peu chiadés. Qu'est-ce que tu penses? Tu as le droit de rien penser. Hein. Qu'est-ce que tu penses de Baleine sous gravillon? Ça évoque quelque chose chez toi? Bah, c'est insolite. Parce que tu te dis, tiens, une baleine sous gravillon, qu'est-ce que ça veut dire? Problème. Problème. Et en même temps, donc c'est un bon titre parce qu'un bon titre pour moi, il doit donner envie. Tu donnes envie parce qu'on se dit, tiens, ça veut dire quoi? J'ai envie d'en savoir plus. C'est ce que dit un peu tout le monde. Il me semble que Cyril Dion dit la même chose. Bref, trêve d'autopromo. Chère Yolène, tu as créé en 2016 les universités d'été de l'animal où se pressent les meilleurs spécialistes de l'intelligence animale. Donc ça perdure? Alors ça, c'est complètement mon activité aujourd'hui. Disons qu'après 12 ans d'activité sur l'écologie qui m'ont épuisé, Ouais. c'est très compliqué en fait. L'écologie, c'est très polémique. Tu passes ton temps à te faire engueuler par tout le monde parce Ouais. que les gens en fait comprennent pas grand-chose. Tu vas pas te faire des copains, là. Bah ouais, mais c'est quand même la réalité. Mais c'est normal parce que c'est hyper compliqué l'écologie. Ouais. Tout le monde voudrait, et c'est normal. Je ne juge pas là, je donne juste un constat au bout de 15 années de militantisme. Enfin, en fait, tout le monde a envie que ce soit simple.
On a Ouais. tous envie d'avoir des solutions, des politiques qui disent voilà, on va faire des éoliennes, vous allez voir, ça va être génial. Oh super, des éoliennes, incroyable. Ouais. Et puis tu fais ton enquête, tu regardes et tu te rends compte que bah non, les éoliennes c'est vachement compliqué, que c'est pas si bien que ça, etc. Et en fait l'écologie c'est toujours ça. Parce que c'est subtil, c'est technique, c'est très compliqué. Du coup, ça devient très tendu, du coup, c'est polémique, du coup, les gens s'engueulent. Non, pas la culture qu'il faut, je suis désolée, mais il y a une culture de l'écologie comme pour tout, hein, et tout le monde pense la connaître. Donc, tu passes ton temps à rencontrer des gens qui te disent des trucs, mais fous, quoi, où tu leur dis, mais non, moi, je suis journaliste, j'ai vu les études, je les ai, les chiffres, c'est pas vrai ce que tu dis. Mais du coup, ça part en vrille. Voilà, donc je suis pas la seule à le dire, hein. Tous les gens comme Claire Nouvian, etc., ont tous eu un peu des moments dépressifs. C'est très compliqué de rester Ouais. écologique. Vraiment, c'est très, très compliqué. Ouais. Donc, à un moment, tu achètes un peu ta paix quand même. Et du coup, moi, j'étais très fatiguée. En plus, ça rapporte pas un rond, faut le savoir, c'est que tu Ouais. n'arrives pas à Ah bah vivre j'en parce sais quelque chose. que, bah voilà, il y a pas de sponsor, donc tu bosses que tout le temps, tu te fais engueuler et tu gagnes pas ta vie. Donc, il y a un moment, tu fais un peu un bilan. Tu bosses comme un Et âne, tu t'en prends plein la gueule et tu gagnes pas de thunes. exactement. Qui veut faire ce métier? Bah voilà, c'est un peu ça. Bah c'est pour ça qu'il y en a pas beaucoup. Faut pas se leurrer. Il y a pas beaucoup de gens comme Cyril Dion, tu vois, qui lui-même, je ne sais pas s'il est toujours en train de te dire que la vie est joyeuse. Je pense Non, que non. c'est très difficile pour lui. Bref, donc au bout de 12 ans épuisé, une des dernières interviews que j'avais faites de Noreen Shai, que j'aime beaucoup, que Ah tu oui. devrais interviewer, Oui, oui, ça va être fait. je lui Vétérinaire. dis, voilà, je lui dis alors, avec la sixième extinction, c'est épouvantable, les animaux vont disparaître. Et il me dit, ah ben non, Yolène, il y aura de la casse, mais l'homme va disparaître avant parce il a perdu toutes ces intelligences écologiques que l'animal a gardées. Et ça a été un choc. Là, je me suis dit, ah bon. Et du coup, j'ai commencé à travailler, à fouiller le sujet des intelligences animales. Et c'est un truc dingue. C'est dingue. Du coup, je me suis dit, voilà, c'est ma nouvelle voie. C'est une autre façon d'être écolo. On parle toujours d'écologie, évidemment, mais c'est beaucoup plus joyeux, exaltant, excitant. C'est beaucoup plus positif et tout ça. Donc, je suis partie à fond là-dessus. J'ai laissé Néoplanète et j'ai créé des événements. Donc, l'Université d'été de l'animal, la Journée mondiale des intelligences animales qui maintenant a lieu à la Villette. J'ai mon site, L'animal et l'homme, et je fais des interviews de spécialistes du ver de terre jusqu'au tigre en passant par l'éléphant. Oui, tu es très actif sur les réseaux sociaux. Je te vois souvent et je like souvent ce que tu fais. Enfin, je me renseigne aussi, hein. Je lis les articles que tu mets, ce que tu renvoies. Donc, tu proposes beaucoup de matière. Cet épisode déborde, donc on va s'arrêter là. On a achevé de te présenter. Est-ce qu'on a dit l'essentiel de ce qu'il fallait savoir en préambule avant de rentrer dans le vif du sujet? On va commencer à parler des 12 sagesses des animaux. Juste pour dire, j'ai pas été très logique. On aurait dû parler aujourd'hui de Zéro souffrance animale, qui est ton autre gros livre du moment, de l'époque. Alors j'étais un peu bête parce que je me suis dirigé d'abord vers les 12 sagesses, donc on va faire celui-là. Et on fera aussi Zéro souffrance animale dans le cadre de combat. C'est clair, les 12 sagesses, on va voir que c'est très factuel. Enfin, c'est des histoires sur effectivement la sagesse des animaux, comment illustrer ça. Et Zéro souffrance, là, c'est un livre plus militant, même si je suis aussi de ce combat. Donc là, tu passeras plutôt dans le combat. Voilà donc tes deux derniers bouquins. Zéro souffrance animale, il est sorti en 2021. Les 12 sagesses des animaux chez Le Duc Édition. Lui, il est sorti en 2019, si je ne dis Oui. pas de bêtises. Et avant, tu as fait un autre gros livre. Rappelle-moi son titre. Alors, l'animal est-il l'avenir de l'homme? En fait, c'est-à-dire que quasiment chaque année, 2017. Hein. voilà, je réunis les conférences, les textes des conférences de mes événements dans des livres. Donc, il y a eu L'animal est-il l'avenir de l'homme chez Larousse, Les secrets de l'intelligence animale, Les intelligences animales chez Ulmer, etc. Là, c'est un peu comme une collection, quoi. En fait, c'est des livres qui se suivent. C'est un collectif. D'accord, c'est bien compris. Merci Yolène pour tes lumières Merci à toi. sur ce premier épisode. Je te retrouve avec gourmandise pour la suite, donc les 12 sagesses des animaux. Prends soin de toi, salut. Merci. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement. Il suffit par exemple d'utiliser le moteur de recherche solidaire Lilo. Ainsi, chacune de vos recherches sur Internet générera des gouttes qui seront reversées au projet de votre choix, comme Baleine sous gravillon par exemple. Vous pouvez par ailleurs vous abonner à nos podcasts comme d'habitude, partager les liens, devenir adhérent de l'association BSG ou encore faire un don sur Helloasso ou sur Tipeee. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse
Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci. À bientôt.